Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours de mécanique quantique. Le premier chapitre va porter sur l'oscillateur harmonique et on va commencer cette capsule par la résolution de l'équation de Schrödinger en utilisant la méthode polynomiale. On va tout d'abord commencer par définir un oscillateur harmonique. Eh bien, c'est un modèle qui va nous permettre de traiter le problème des petites oscillations autour de minimum d'énergie potentielle ou encore d'oscillations autour d'une position d'équilibre. De manière générale, quand on se restreint à une dimension, ça peut être une particule de masse petit m. Cette particule, elle est élastiquement liée à une position d'équilibre x0 par exemple, et donc elle est soumise à une force de rappel F égale moins k x moins x0. K, c'est ce qu'on peut appeler la raideur du ressort. Alors en mécanique du point, on connaît très bien le pendule simple à petite oscillation, mais également le ressort avec un étirement faible. En physique du solide ou plus globalement en physique des matériaux ou en physique quantique, on peut assimiler toute particule qui bouge faiblement autour de sa position d'équilibre, soit à cause des effets d'agitation thermique, soit à cause des interactions entre les différentes particules, à un oscillateur harmonique. Donc il s'agit là, entre deux particules que j'ai notées M1 et M2, on a schématisé le ressort, l'oscillateur par un ressort de raideur à chaque fois différente, K1, K2, K3, et donc les particules vont osciller autour de leur position au cours du temps. D'un point de vue mathématique, on peut faire un développement de Taylor de l'énergie potentielle, ou couramment du potentiel, autour de cette position d'équilibre. Donc on voit bien que le gradient de V va s'annuler puisque un gradient de V c'est F à l'équilibre qui est nul. On peut également, le développement est limité au deuxième ordre, mais on peut très bien prolonger ce développement à un ordre 3 et obtenir ce qu'on appelle des oscillateurs anharmoniques. Donc vous voyez bien que l'équation est une équation de parabole que l'on peut schématiser par la figure ci-dessous et donc qui possède un minimum autour de la position d'équilibre x0. Alors évidemment, en mécanique classique, vous avez très bien étudié la résolution du principe fondamental de la dynamique. On sait que la trajectoire est une trajectoire qui est sinusoïdale. On sait qu'il s'agit d'un système qui est conservatif, c'est-à-dire son énergie totale elle est maximale. Et on peut même calculer la probabilité de présence qui est infinie quand l'oscillateur va sur les valeurs extrémales de ces positions. Nous nous intéressons donc particulièrement à la méthode quantique et donc à la résolution de l'équation de Schrödinger d'une particule de masse m quand elle est soumise à un potentiel V qui a la forme 1 demi de m oméga carré x carré. Donc ici, vous retrouvez l'énergie potentielle d'un oscillateur harmonique, K étant donc représenté ici par m oméga carré, et oméga n'est autre que la fréquence de l'oscillateur. Le but évidemment de cette chose-là, c'est de résoudre les énergies de la particule et les fonctions d'onde phi de x. Alors pour ce faire, on va pratiquer un certain nombre de changements de variables. On va poser lambda égale 2e sur h bar oméga et zeta, c'est une variable qui est collinéaire à x. De ce fait, on voit que notre équation de Schrödinger s'écrit de manière très simple et on va alors chercher à résoudre cette équation. Mais on va se limiter particulièrement au comportement asymptotique, c'est-à-dire quand zeta tend vers l'infini. Pourquoi particulièrement zeta tend vers l'infini? Parce que nous savons tous que toute fonction d'onde doit être une fonction à carré sommable, c'est-à-dire qu'elle doit être convergente et finie quand zeta tend vers
l'infini. Alors, je vais faire tendre zeta dans cette équation-là vers l'infini. Vous voyez que comme lambda, elle est liée à E, E c'est une valeur de l'énergie qui est finie, eh bien on va pouvoir négliger lambda devant zeta carré. L'équation donc devient une équation différentielle relativement simple. Je vais la noter l'équation 1 et on va proposer une solution qui a la forme phi de zeta, qui est donc la fonction d'onde, égale une nouvelle fonction h de zeta que je vais chercher, multipliée par exponentielle moins zeta carré sur 2. L'intérêt de la fonction exponentielle moins zeta carré n'est autre que assurer la convergence de notre fonction d'onde quand zeta tend vers l'infini. Je vous rappelle ici que l'exponentielle moins zeta carré sur 2, c'est une gaussienne qui a la forme suivante et vous voyez que c'est une fonction qui est convergente et finie. Maintenant, si on va chercher la dérivée seconde de notre fonction d'onde et remplacer dans l'équation 1 décrite précédemment, eh bien, on va obtenir une équation différentielle, cette fois-ci, dont dépend h. D'accord? Donc, la résolution de cette équation différentielle nouvelle va me donner les polynômes h. Alors, et là, d'où la caractéristique de la méthode polynomiale, on va dire que h de zeta est la somme sur des coefficients à j, zeta à la puissance j. En d'autres termes, je fais tout simplement un développement polynomial de Taylor de la fonction h de zeta. Et alors, pour résoudre cette équation, vous voyez que j'aurai besoin de la dérivée première, que je vais donc calculer ici. Donc, je fais une dérivée directe de h. Vous voyez que je peux garder malgré tout ici le terme j égale 0. De toute façon, il est nul. De la même manière, j'aurai besoin de la dérivée seconde, que je peux calculer en dérivant une deuxième fois la dérivée première. Et alors, je viens remplacer donc la dérivée première et la dérivée seconde dans l'équation 2. Ce qui va me donner un polynôme qui a cette allure-là. Donc, tout ce polynôme-là, vous voyez, somme sur j, tout ça, c'est le coefficient du polynôme, zeta à la puissance j, et donc ce polynôme-là doit être égal à 0. Alors, tout polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls. Donc, si j'impose les coefficients de polynôme égal à 0, vous voyez bien que je vais avoir une équation de récurrence entre les coefficients AJ plus 2 et les coefficients AJ. Alors, première conclusion, c'est que je peux d'ores et déjà dire que J est de parité définie. Pourquoi? Parce que je suppose que J est pair. Vous voyez que là, J plus 2 est pair. À chaque fois, le coefficient qui vient juste après J, c'est celui de J plus 2. Si J est impair, J plus 2 restera impair. Donc, ma fonction h de zeta, dont j est la puissance, vous voyez, c'est zeta à la puissance j, eh bien, elle est soit paire, soit impaire. De ce fait, la fonction d'onde, qui n'est autre que le polynôme h de zeta exponentielle moins zeta carré sur 2, est une fonction de parité définie. Elle est donc soit paire, soit impaire. Alors, je peux d'ores et déjà retenir que les fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique sont de parité définie. Maintenant, si je m'intéresse particulièrement aux valeurs extrêmes de J, c'est-à-dire je fais tendre J vers l'infini, eh bien vous voyez là que je vais chercher la limite de cette chose-là quand J tend vers l'infini. Ici, je peux approcher J plus 1 à J, qui se simplifie, et il vous reste 2 sur J plus 2. De toute façon, en plus l'infini, vous pouvez très bien confondre J plus 2 à J. Le but étant de pouvoir calculer le coefficient AJ. Le coefficient, je vous rappelle que AJ, c'est ici le coefficient de mon polynôme h de zeta. Alors, je vais pouvoir, en partant donc de cette formule-là, pour des j très grands,
calculer le comportement de mon polynôme h de zeta pour des j très grands, c'est-à-dire chercher le comportement de h de zeta pour des valeurs qui sont très grandes de la puissance. Eh bien, je vais donc de proche en proche, vous voyez, à chaque fois en remplaçant aj-2 par aj-4 et ainsi de suite, et on peut facilement aboutir à aj égale 1 sur j sur 2 factoriel. Évidemment, ici, je me suis restreinte à des coefficients j pairs, vous voyez, d'où la fraction j sur 2, mais j'ai fait ça en connaissance de cause parce que je sais que h de zeta, ici, dans lequel je vais remplacer aj par 1 sur j sur 2 factoriel, zeta à la puissance j. Ici, un petit changement de variable, si vous posez j sur 2 égale à k, vous permet de retrouver ce polynôme-là, qui n'est autre que l'exponentielle zeta au carré. Vous voyez bien que cette fonction ici, là, c'est bien une fonction paire, ce qui permet de ne considérer que des puissances qui sont paires. Maintenant, cette fonction h de zeta, eh bien, je vais venir la remplacer dans la fonction d'onde. Ça fait exponentielle zeta au carré multiplié par la gaussienne et vous voyez que je trouve exponentielle plus zeta carré sur 2. Alors, cette fonction d'onde, phi de zeta, elle diverge aux valeurs très grandes. Et ça, c'est un problème auquel on peut remédier. Eh bien, comment? En limitant tout simplement les puissances du polynôme h. C'est-à-dire au lieu de laisser j tendre vers des grandes valeurs, eh bien, on va limiter la puissance j à un ordre n. N sera donc l'ordre du polynôme h de zeta. Je vais alors pouvoir dire que le coefficient an est non nul, puisque l'ordre de mon polynôme vaut n, mais le coefficient qui vient juste après, à partir de l'équation de récurrence, qui est an plus 2, lui, il est nul. Je reviens alors à mon coefficient de récurrence, que voici. an plus 2, je l'écris en fonction de an, et je développe le fait que an plus 2 égale à 0. an, évidemment, vous voyez bien là, il est non nul, ce qui permet de conclure que le numérateur ici égale à 0. Ça vous permet de tirer la valeur de lambda qui vaut 2n plus 1. Donc lambda égale à 2n plus 1. Si on se rappelle que nous avons posé lambda égale 2e sur h bar oméga, eh bien lambda qui dépend cette fois-ci d'un paramètre n entier positif, n'oubliez pas que petit n c'est l'ordre de mon polynôme et l'ordre du polynôme, eh bien, il est toujours un entier qui est positif. La valeur minimale elle est égale à 0, donc n est bien un entier qui est nul ou positif. Donc, ça me permet de déterminer l'énergie égale h bar oméga sur 2, 2n plus 1. Je peux donc conclure que l'énergie de l'oscillateur est quantifiée. On peut très bien calculer l'état fondamental. L'état fondamental est obtenu pour n égale à 0. Donc, je mets ici n égale 0 et vous obtenez E0 égale h bar oméga sur 2. La plus petite énergie d'un oscillateur harmonique ou d'une particule qui a un mouvement d'oscillation qui puisse se comporter comme un oscillateur harmonique possède une énergie basse qui est égale à h bar oméga sur 2. On va finir donc cette première capsule par un clin d'œil sur les polynômes d'Hermite. Donc je rappelle que notre polynôme h de zeta, nous l'avons développé sous forme de polynôme de puissance n pour assurer la convergence donc dans notre fonction d'onde. Alors, les coefficients agi de ce même polynôme vérifient, comme nous l'avons montré, cette équation-là de récurrence. Alors ici, on a simplement remplacé lambda par 2n plus 1 pour avoir cette nouvelle formule de l'équation de récurrence des coefficients de mon polynôme. Maintenant, si n égale 0, le premier ordre de mon polynôme, c'est n égale 0.
je vois bien ici que quand il n'y a pas de somme de mon polynôme, eh bien j forcément il vaut 0. Sachant que tous les termes impairs sont nuls, on a bien dit que mon polynôme h de zeta est de parité définie, c'est-à-dire soit il est pair, soit il est impair, eh bien ça veut dire que le polynôme d'Hermite, il ne possède qu'un seul terme à 0 et il n'a pas de puissance, puisque nous sommes dans le cas n égale 0. Dans ce cas-là, la fonction d'onde, vous voyez, ça fait par définition h0 fois ma fonction gaussienne exponentielle moins zeta carré sur 2 et je peux je peux très bien noter que cette fonction d'onde est une fonction qui est paire. C'est la fonction d'onde de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. C'est une gaussienne. Maintenant, si on passe à n égale à 1, c'est-à-dire l'ordre qui vient juste après l'état fondamental, eh bien pareil, ça c'est un ordre impair. Je vais dire que tous les termes pairs sont nuls, puisque je sais que ma fonction dans ce cas-là, elle est impaire. Et pour cela, donc, on va prendre à 0 et tous les termes pairs seront nuls. De ce fait, il suffit de mettre n égale à 1. Ici, vous voyez, ça va faire a1 fois zeta à la puissance 1. Donc, voici notre polynôme d'Hermite h1 à l'ordre n égale à 1. La fonction d'onde correspondante, phi1, égale au polynôme qui est donc a1 fois zeta, multiplié par la fonction exponentielle moins zeta carré sur 2. Et je peux de la même manière noter que la fonction d'onde correspondant au premier état excité, n égale à 1, eh bien c'est une fonction d'onde qui est impaire. Notez dans les deux cas, s'il vous plaît, que les fonctions d'onde, que ce soit de l'état fondamental ou du premier état excité, eh bien elles sont toutes les deux convergentes. On peut également faire de la même manière et déterminer la fonction d'onde à l'ordre 2 quand n égale à 2 et vous notez ici qu'on retrouve également une fonction qui est paire. On va s'intéresser à présent à la densité de probabilité de présence. Donc, pour l'ordre 0, la densité de probabilité est donnée par la quantité phi0 module au carré. Elle est représentée ici en bleu. C'est une gaussienne. Elle possède un maximum. Ce maximum-là, eh bien, il diffère de la courbe rouge sur laquelle on vient représenter tout simplement la densité de probabilité de présence, mais calculée par la mécanique classique. On voit bien que pour le maximum de la densité de probabilité quantique, eh bien, nous avons un écart non négligeable avec le calcul classique. Je donne un deuxième exemple ici pour n égale à 1. Donc, on retrouve deux pics ou là deux maximums de la densité de présence quantique. Et de la même manière, en rouge, on trace la densité de probabilité obtenue dans le cas classique et on voit bien qu'il y a un écart entre le calcul quantique et celui obtenu par la mécanique classique. On peut s'amuser comme ça à donner un exemple pour un n qui est très grand, par exemple. Ici, on a choisi n égale à 20 et on a tracé donc la densité de probabilité de présence que l'on a là. Eh bien, vous voyez qu'il y a différents maximums de cette densité de probabilité et que la valeur moyenne, si on s'amuse à calculer la valeur moyenne de tous ces maximums, on retrouve un peu la valeur obtenue par la mécanique classique. Alors, on va finir donc cette capsule pour dire de manière générale que les polynômes d'Hermite sont déterminés par cette équation ici, là, et que ce qui nous concerne, nous, c'est leur introduction dans la fonction d'onde d'un oscillateur. Ici, c'est le polynôme d'Hermite, une fonction gaussienne, ça c'est la gaussienne. Tout le reste que vous voyez là est un facteur de normation tout simplement. Je rappelle qu'au début, nous avons posé le paramètre alpha égale m oméga sur h bar
1,5. Oméga étant évidemment la fréquence d'oscillation de notre oscillateur. Le facteur de normation, eh bien, il est tout simplement obtenu en normant notre fonction d'onde, c'est-à-dire en écrivant que le produit scalaire de deux fonctions d'onde, phi n et phi m, il vaut 0 quand n différent de m et il vaut 1 quand n égale à m.